Salut les amis. Alors, comme prévu, il est 19h30. Voilà. Et donc, je suis au rendez-vous. Puisque la dernière fois, comme vous le savez, j'avais prévu de donner un live qui était une continuation de notre live concernant. Salut Vanessa, c'est bien, t'es la première. Ah, bonjour Nico, ça va? Voilà, ok, les deux fidèles. Alors, donc je disais, ouais, c'est une continuité. Hein, je crois que j'ai du continuation. Qu'est-ce que je raconte moi aujourd'hui? Voilà, je pense que je n'arriverai pas à la fin de ce live. Bon, déjà le début est foireux. C'est la continuité du cours concernant euh, concernant, excusez-moi, voilà, partage sur ta page. Je ne partage pas sur ma page, paraît-il. Je ne partage pas sur ma page. Comment cela se fait-il? Alors, Nico, excuse-moi, partage sur ta page, je ne sais pas ce que ça veut dire, mon ami. Il faut juste que tu me dises. Sur mon profil privé, j'y arriverai pas. Trop de manipulation technique pour moi. Oui, non, comprenez. Hein. J'ai un gars là qui s'appelle Nicolas Mazzoni, qui est toujours derrière moi. C'est l'œil qui regarde tous mes faits et gestes. Il me dit, Do, il faut absolument que tu partages sur ton profil aussi privé. Voilà, bonsoir Nathalie. Et voilà, mais il se trouve que je suis face à plein d'écrans différents et je ne suis pas un spécialiste de la technique. Donc je ne me risque pas à ça aujourd'hui, Nico. Tu m'expliqueras ça la prochaine fois. Autrement, je vais finir par me déconnecter et par ne pas donner le cours. Donc, les amis, dans quelques minutes, on va commencer un cours concernant les signaux, hein, qui voilà, qui clignotent un peu, qui me disent oh, tu es dans une relation toxique. Voilà, tu es dans une relation toxique. Et puis donc fais attention à certaines choses parce que si cette relation toxique se prolonge, eh bien je risque de me retrouver avec des tas de problèmes. Donc n'hésitez pas, vous pouvez déjà partager ce live, voilà, amener des amis si vous en avez envie, des copains, des copines, etc. Et puis qu'on puisse tous parler de tout ça. Voilà. Donc je répète. Dans quelques minutes commencera le cours sur les relations toxiques. Voilà, les signes d'une relation toxique. Et donc, n'hésitez pas à partager tout ça. Les amis, vous allez bien aujourd'hui? Oui? N'oubliez pas aussi que vous pouvez liker. Vous pouvez liker la page, vous pouvez liker la vidéo. Hein, c'est toujours bien, en fait, de pouvoir faire ça. Vous pouvez partager. Et donc, on va parler des fameuses relations, de ces fameux signaux. Le but, c'est de faire quoi? Bien, c'est d'essayer de les anticiper, si vous voulez. Hein. C'est un peu... ça va. Ah, ravi de savoir que tu vas bien, Vanessa. Donc le but c'est de pouvoir les anticiper, hein, de pouvoir relever très vite certains dysfonctionnements et vous empêcher de vous enfoncer dans les marasmes d'une relation qui ne serait pas productive. Alors il faut savoir que ce que je vais expliquer aujourd'hui peut s'appliquer au couple comme il peut aussi s'appliquer dans la sphère professionnelle. Hein, je veux dire, voilà, ce sont des choses, vous prendrez un peu ce qui vous convient. Je suppose que vous ferez des relations avec ceux que vous connaissez déjà. Hein, peut-être que vous avez déjà traversé certaines relations toxiques comme ça, très certainement d'ailleurs. Voilà, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau des amitiés. Il y a parfois des relations toxiques. Et je vous dirais que dans tout ce que je vais décrire, bah, vous n'aurez peut-être pas complètement tout le tableau, mais enfin, il y a quand même certains points à mon sens, que vous avez déjà rencontré. Voilà, j'attends encore
quelques secondes, 30 secondes, et je commence. En général, j'apparais à 30 et à 35, je commence. Voilà. Alors, ces fameuses relations toxiques, pour tout vous dire, euh, j'ai eu l'idée de faire ce petit cours tout simplement parce que je fais beaucoup d'orientation professionnelle, de réorientation professionnelle, donc c'est une de mes casquettes de coach, et là je remarque quand même qu'il y a plus en plus de personnes qui souffrent de relations toxiques au niveau, par exemple, enfin, dans leur boulot, quoi, dans leur sphère pro, et ça crée des gros soucis. Donc ça peut jouer entre la chef, le chef, ou alors une personne qui est dans le service et avec qui on a une relation particulière. Et donc c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Et je vais vous donner les petits signaux qu'il faut tenir à l'œil. Voilà. Alors, pour commencer tout ça, je vous dirais, vous pouvez interagir avec moi, ça vous le savez. Par contre, la dernière fois, j'ai eu énormément de commentaires, puisque j'ai eu, je crois, 120 ou 130 commentaires. Je ne pouvais pas réagir à tout. C'était pas possible. Et donc, moi, j'ai donné le cours. Vous pouvez faire les commentaires. Vous m'excuserez si je ne peux pas voir toutes les questions ici. Je ne sais pas réagir tout de suite parce qu'en réalité, j'ai plusieurs écrans. Je gère plusieurs écrans en même temps. Et les commentaires parfois vont trop vite. Donc, j'arrive pas toujours à les gérer. Et par contre, en fin de parcours, pour ceux qui sont tenaces, eh bien, on peut faire les questions-réponses. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Et donc, comme ça, je crée pas de frustration parce que la dernière fois, on m'a dit, ah bah écoute, je t'ai posé une question, mais t'as pas répondu, c'était un peu frustrant, etc. Voilà, je fais ça en fin de parcours. Ok, je commence directement. Une des premières choses qui vous montre que vous êtes dans une relation toxique, évidemment, c'est un des premiers signaux, c'est que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas bien dans votre peau. Alors vous allez me dire, ça veut tout dire, ça veut rien dire, parce que en effet, il y a pas mal de choses qui peuvent jouer et qui font que vous pouvez être mal dans votre peau. Mais imaginons, vous avez un nouveau boulot ou vous rencontrez un nouveau partenaire. En soi, logiquement, quand il y a une nouvelle rencontre, lorsqu'on est dans une nouvelle situation, on devrait se sentir bien, surtout quand on est au début de la relation. Mais si vous voyez que vous êtes déjà mal dans votre peau, parce que, imaginons, un des chefs ou votre partenaire passe son temps à vous rabaisser. Alors parfois sous forme d'humour, hein, parce que là après il y a plein de techniques qui sont employées, vous savez, il y a des gens c'est sous forme d'humour. Et puis il y a des personnes qui sont beaucoup plus directes, donc là on n'est plus sous la forme de l'humour, mais dans tous les cas de figure, on s'amuse à vous rabaisser, à pointer toujours vos défauts, voyez. Et ça se fait de manière chronique. Il se peut alors qu'à ce moment-là, progressivement, vous commenciez à vous sentir mal dans votre peau. Un peu comme si, vous n'êtes pas bien avec vous-même, quoi. Vous n'êtes pas bien avec vous-même. Vous finissez par douter de vous et de vos propres capacités. Si vous êtes déjà dans ce type de relation, au départ, je vais vous dire, je pense que le temps de se poser des questions est venu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que ça dégénère. Si la personne avec qui vous êtes en relation tous les jours vous rabaisse tout le temps et vous sentez que le doute commence à s'immiscer en vous, c'est peut-être le moment de changer, changer ou d'avoir une très bonne conversation, histoire de recadrer ça. Mais c'est important de pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que parfois on est victime de sa bonne éducation, voyez-vous. Et malheureusement, la bonne éducation, c'est génial, hein, socialement parlant, c'est génial.
par exemple, apprendre à donner une seconde chance aux gens, se dire que ils peuvent changer, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais dans les faits, et surtout avec certaines personnes, eh bien, il faut être parfois plus direct, plus incisif, et voilà. Et parfois, ce type de comportement va un peu à l'encontre de ce que l'on a pu nous donner comme type d'éducation, mais voilà, ça peut être important de recadrer une personne, parfois de manière un peu sèche. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Vous pouvez déjà regarder un peu, jauger la qualité de votre relation à vous-même, jauger un peu votre bonheur, voyez-vous. Voilà. Donc, premier petit signal intéressant. Autre signal qui est intéressant, c'est que vous vous sentez obligé de cacher certaines choses. Par exemple, alors ça va de tout, hein. Là, je vous donne des exemples dans le PowerPoint. Euh, pour le faire simple, vous savez très bien que certaines choses peuvent irriter l'autre. Et encore une fois, vous pouvez faire directement la translation avec le milieu professionnel ou amical, hein, peu importe. Moi, je prends le couple, mais vous pouvez évidemment voir ça de manière beaucoup plus générale, hein. Vous savez que la personne peut être irritée par certaines choses. Et donc, vous auriez une tendance à cacher ces choses. Alors, ça peut être un nouveau vêtement que vous venez de vous acheter, vous voyez, et votre conjoint vous dit, tiens, t'as encore acheté un vêtement, t'as vraiment pas le sens de l'économie, voilà, tu crois pas que t'en as déjà assez. Vous voyez ce type de remarque? Bon ben voilà, alors vous dites, bon ben j'ai acheté quelque chose, mais j'ai pas envie de lui montrer maintenant parce qu'il va râler. Ça peut être tout à fait autre chose, hein. Ça peut être des livres, ça peut être, j'ai envie de faire une formation, mais je la fais un peu en stommeling parce que l'autre ne doit pas le savoir. Alors moi qui suis dans le secteur de la formation, c'est déjà arrivé ce genre de choses, hein. Ne le dites pas, il faut pas dire à mon mari, quoi. Donc bon, voilà. Ce type de relation, c'est pas sain, évidemment. Alors, là, sur la petite photo, j'ai mis, voilà, cacher de l'argent. Je vais vous dire, si maintenant la personne avec qui vous êtes vous incite à cacher de l'argent parce que vous avez peur que dans le fond elle puisse s'en servir pour faire tout à fait autre chose, là aussi, il est temps de vous poser quand même certaines questions. Donc, si vous devez mentir à l'autre, parce que vous vous sentez obligé de lui cacher certaines choses. Parce que si vous ne lui cachez pas, eh bien, il aurait une tendance à s'énerver. Déjà là, ne commencez pas à vous dire c'est normal. En fait, ce n'est pas normal. C'est pas normal. En réalité, quand on est dans une relation avec quelqu'un, on doit pouvoir tout se dire. Alors quand je dis tout se dire, on s'entend bien. On a tous notre jardin secret, hein. Voilà, il ne faut pas rêver non plus. Mais on doit pouvoir tout se dire. Je dois pouvoir parler avec, je sais pas, ma compagne, mon compagnon. Je dois pouvoir parler d'argent, je dois pouvoir parler de projets, je dois pouvoir parler de futures formations, je dois pouvoir parler de ce qui me fait envie au niveau technologique. Je dois pouvoir parler, évidemment. Bien sûr, je dois pouvoir parler de tout ça. Et donc, quand vous ne pouvez pas le faire et que vous devez cacher, c'est que réellement, il y a déjà un problème et ça doit vous alarmer. Alors, vous commencez à perdre votre estime personnelle. Ça rejoint un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec Je suis mal dans ma peau, mais mal dans ma peau, c'est encore indéfini, vous voyez? Je me sens pas bien en ce moment, ça c'est je suis mal dans ma peau, je me sens un peu sale, je me sens pas beau, je me sens pas belle, etc. Alors, oui, très très important. Je sais que les cours de manipulation, en tout cas sur les manipulateurs, sur les relations toxiques, on a une tendance à croire que il n'y a que les hommes, hein, qui peuvent représenter un peu ce côté toxique. Mais il y a des hommes qui subissent aussi des relations toxiques, hein. Il y a des femmes aussi qui ne donnent pas leur part au chien, comme on dit. Donc, tout ça pour vous dire que ce que je donne ici, ça s'applique à tout le monde. À tout le monde, sans exception, hein. Donc je ne fais pas de généralité, je commence pas à dire ça c'est plutôt les hommes, c'est plutôt les femmes, c'est plutôt... Non, ça s'applique à tout le monde, et c'est pour ça que je vous dis, on peut transposer ça aussi dans la sphère professionnelle sans aucun problème. Donc ici, votre partenaire ne doit
pas vous faire penser que vous êtes moins bien que lui, parce que si c'est le cas, fatalement, vous avez perdre de votre estime personnelle. Dans une relation saine, logiquement, les deux personnes, elles ont une tendance à se soutenir. Vous voyez, quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez profondément quelqu'un, bah, vous avez envie que la personne, elle rayonne. Vous avez envie que la personne, elle se sente bien dans sa peau. Et pas envie que la personne se sente mal, clairement. Donc voilà. Ce qui veut dire que l'amour véritable, c'est d'élever l'autre. On élève l'autre. On n'essaie pas de le rabaisser. À partir du moment où on rabaisse l'autre, bah, désolé, c'est que c'est pas un amour véritable. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que j'entends parfois des personnes me dire, oui, c'est vrai, il est comme ça ou elle est comme ça, mais c'est pour mon bien, parce qu'il m'aime. Pas du tout. On rabaisse pas quelqu'un parce qu'on l'aime, par exemple. Ça, c'est pas vrai. On élève quelqu'un. Voilà, ça c'est une bonne façon de voir les choses. On élève quelqu'un, entre guillemets, en tout cas, si dans certaines situations, on a ce qu'il faut pour l'élever. Et si c'est pas le cas, ben, on est content pour cette personne si elle s'élève par le biais du travail, par le biais d'une formation, par le biais de tout ce que vous voulez, mais qu'elle se sente bien dans sa peau. Donc, observez toujours ce qui se passe à ce niveau, hein, et ne vous dites pas que c'est pour votre bien et que si l'autre vous montre toujours que lui il est bon, qu'il est supérieur et que vous finalement ben, vous n'arrivez pas à la hauteur, à sa hauteur, dites-vous qu'il y a un problème quand même. Il y a un problème d'amour, ça c'est clairement. Alors, encore une chose qui est très très intéressante, c'est que en général, quand ça se passe pas bien, eh bien, vous allez penser au passé. Eh bien oui, c'est un peu normal. Bien souvent, on pense au passé, on se dit, ah, avant c'était mieux. Dans mon ancienne vie, quand j'étais avec cette personne, par exemple, mon ex, avec lui, ça allait beaucoup mieux. Ou alors, lorsque j'étais célibataire, ça allait beaucoup mieux, etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire que si vous commencez à penser très souvent au passé avec beaucoup de nostalgie en vous disant que c'était mieux et que les relations que vous viviez à ce moment-là c'était mieux, il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Donc, tout ça, il faut pouvoir évidemment avoir un regard critique là-dessus et pouvoir l'analyser et de se dire, bah, tiens, voilà, si je suis toujours plongé dans le passé et que je repense toujours à mon ex, bah, c'est que j'ai peut-être rien à voir ou rien à faire avec la personne avec qui je suis actuellement. Bon, maintenant, me direz-vous, ce type de réflexion peut avoir lieu aussi sans forcément que l'autre soit toxique. Hein. On peut très bien tout simplement manquer d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Ça c'est sûr aussi. Mais ça pourrait être un des signaux. Voilà, donc rester dans le passé. Alors, j'ai pris cette citation parce que je la trouve pas mal du tout. En tout cas, ici, elle s'applique. Le passé, c'est ce qui n'existe plus. Vivre dans le passé, ce n'est pas vivre, c'est être mort ou c'est vouloir peut-être mourir, dans certains cas. Donc, à méditer. Alors, concernant le passé, petite publicité au passage, parce que ben voilà, parce que c'est pas fait pour les chiens, parce qu'on l'a créé tout ça pour vous. Il y a toutes des vidéos qui se trouvent sur la chaîne YouTube. Ok. D'ailleurs, les lives sont retransmis sur YouTube, sachez-le. Là-dedans, vous avez notamment une vidéo qui concerne Harry Potter et le fameux miroir du Reset. Et le miroir du Reset, c'est vivre dans le passé. Ou parfois fuir aussi l'instant présent et fuir dans le futur. Mais en tout cas, ça parle de ça, c'est de notre fuite par rapport à l'instant présent parce qu'on le trouve beaucoup trop dur. Donc je vous invite à aller voir ce type de vidéo. Il y a au moins une vingtaine de vidéos actuellement sur la chaîne YouTube qui parlent toutes de psycho. Donc comme vous êtes intéressé, allez voir ces vidéos. N'hésitez pas à les partager, c'est toujours bien pour nous, voyez, voilà, c'est une bonne chose. Et vous, ça vous permet aussi de continuer votre apprentissage de manière relativement sympa. Voilà, et gratuite. Alors, si
votre chéri ou votre chérie, à un moment donné, se comporte d'une drôle de manière. Et puis vous l'expliquez à vos proches. Et là, vos proches disent, bah, écoute, c'est pas normal ce qui est en train de se passer, c'est pas logique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et là, vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous lui trouvez des excuses. Eh oui, vous essayez de le déculpabiliser, hein, de le rendre beaucoup moins coupable en lui trouvant des circonstances atténuantes. Alors, souvent des circonstances bêtes. Hein. Oui, il m'a maltraité, c'est vrai, il m'a secoué, c'est vrai, il m'a insulté, mais il a des problèmes au boulot. Vous voyez, bon, ben, si à chaque fois qu'on a des problèmes au boulot, je vais vous dire, on commence à frapper l'autre ou on commence à secouer l'autre, on n'en finit plus. Dites-vous ceci, c'est que tout le monde a ses problèmes. Alors, autre chose, parce que ça, même chose, il y a une forme de croyance, hein, c'est de se dire, ben, ok, peut-être que la personne, elle a vécu des choses qui étaient malheureuses dans sa vie, et puis finalement ça remonte à la surface, et puis moi ça m'explique, ça m'explose en pleine gueule, et donc c'est moi qui reçois finalement le mal-être de mon partenaire. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Ok, par exemple, vous n'êtes pas un punching ball. Comme vous n'êtes pas né, vos parents, très certainement, ne vous ont pas créé en se disant, tiens, ma fille ou mon fils, ça doit être le punching ball de quelqu'un, ou ça doit être l'esclave de quelqu'un. On vous a pas fait pour ça. Donc, il n'y a aucune raison que vous le deveniez. Alors, pourquoi vous dire ça? Mais c'est parce qu'on entend souvent ça. Tu sais que ton gars, là, c'est pas normal la manière dont il se comporte avec toi? Et en même temps, bonsoir Magdalena, et en même temps, ben, vous lui trouvez des excuses. Pourquoi? Mais parce que vous auriez envie peut-être qu'il change. Parce que vous auriez envie, vous croyez peut-être que vous allez transformer les choses. Mais certaines personnes ont vraiment un mal-être profond. Alors très certainement qu'il y a une explication à son comportement. Il y a des explications à tout. Mais est-ce que pour autant, vous devez vous plonger avec lui dans les malheurs ou avec elle dans les malheurs, et est-ce que pour autant vous devez sacrifier une partie de votre vie ou parfois une partie de votre santé? Ça, c'est la bonne question à se poser. Donc, réellement, ça peut arriver, hein, le coup de nerf, vous savez, où on s'emporte, on a dit quelque chose, on peut excuser. Mais il y a des choses qui sont difficilement excusables, et surtout quand ça devient chronique, quand ça devient répétitif, ce qui doit être un signal pour vous, c'est la répétition. Voyez, parce que ça peut tous nous arriver. Hein. Un jour, on est malade, on est fatigué, ou on a reçu une mauvaise nouvelle, et puis on s'emporte. On s'emporte, et voilà, nos propos parfois dépassent nos pensées. Ça peut arriver. Très bien, c'est une chose. Mais si c'est tout le temps, si ça arrive tout le temps, c'est que réellement, il y a un problème. Donc, ne passez pas l'éponge, ne pas très vite fait, bien fait, ne commencez pas à trouver des excuses, et surtout, méfiez-vous de vous-même. Pourquoi? Parce que si vous commencez toujours à trouver des excuses, hein, dès que quelqu'un essaie de vous mettre du plomb dans la tête en vous faisant remarquer qu'une situation n'est pas normale, et que très vite, systématiquement, vous allez contrer cette personne, méfiez-vous de vos propres systèmes de défense, dont celui-ci qui s'appelle le déni. Voilà, le déni, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est un des systèmes de défense qui vous permet de faire quoi? Si vous suivez les cours ou si vous allez sur la chaîne YouTube, eh bien il y a des vidéos sur les systèmes de défense. Un système de défense a toujours pour fonction d'atténuer votre stress en interne, votre anxiété. Et donc il se peut, par exemple, que en interne, une peur fondamentale serait de se retrouver seul. La peur du rejet est peut-être une peur chez vous qui est énorme. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est en relation avec vous, mais qui vous fait du mal. Les autres vous disent, attention, il est en train de te faire du mal, tu dois arrêter ça. Mais pas du tout, pas du tout. En fait, vous allez lui trouver des excuses et vous allez dire, il a une bonne raison. C'est le système de défense. Pourquoi? Mais parce que grâce à ce système de défense, vous évitez de faire quelque chose, c'est de couper la relation. Et de ce fait, vous évitez d'affronter votre peur réelle. Et votre peur réelle, c'est de vous retrouver seul. Et si vous avez peur de vous retrouver seul, là, il y a un gros travail psychologique à faire. Donc, attention, les relations toxiques,
c'est nous qui prêtons le flanc aux relations toxiques. Un manipulateur, par exemple, quel qu'il soit, il a le pouvoir qu'on lui donne. Ni plus ni moins. Vous ne lui donnez pas de pouvoir, il n'existe plus. Il ira se trouver une autre victime. Donc, d'une certaine manière, c'est par notre comportement que nous prêtons le flanc et que ces personnes peuvent très bien, évidemment, avoir le champ libre pour progressivement grignoter du terrain et puis vous casser peu à peu. Donc, une fois que l'on sait ça, maintenant que vous savez ça, il n'y a personne qui a du pouvoir sur vous, personne. Le seul pouvoir que l'autre a, c'est celui que vous lui prêtez. Ça, c'est important. Et c'est comme ça. Donc, à partir de ça, vous vous dites, ok, moi, j'ai peut-être pas envie de prêter du pouvoir à l'autre. Parce qu'il n'y a aucune raison, et parce que moi aussi je suis quelqu'un, et donc je ne vois absolument pas pourquoi une personne maintenant devrait par exemple m'engueuler devant tout le monde, hein, ou me donner des coups, ou m'insulter, et puis moi je dois lui trouver des excuses. Pourquoi? Parce que quand il était petit, ou quand elle était petite, on n'a pas été gentil avec lui. Alors, si c'est le cas, je veux bien l'aider à aller voir un thérapeute, à en parler, etc., etc. Mais là aussi, faites attention, si vous êtes en relation, vous n'êtes pas le thérapeute. Dans l'amitié, dans le couple, dans la relation entre les parents et les enfants, vous n'êtes jamais le thérapeute. Si vous êtes le thérapeute, vous êtes déjà dans une très mauvaise relation. On ne peut pas thérapeutiser quelqu'un avec qui on est dans une relation étroite. C'est pas possible. Voilà. Donc, on réserve ça aux professionnels. Ok. Tout simplement. Et je vais même vous dire, même les professionnels que je connais me disent, mais moi, quand j'ai certains problèmes, je confie ce problème à un de mes confrères parce que je suis pas objectif. Et ben voilà. Donc, dans tous les cas de figure, méfiez-vous de votre comportement concernant je lui trouve des excuses, il boit mais c'est pas de sa faute, il me cogne mais c'est pas de sa faute, il m'insulte mais c'est pas de sa faute, faut arrêter de déconner. Hein. Dites-vous aussi qu'à un moment donné on est tous adultes. Bon, voilà, on sait tous qu'il y a des thérapeutes qui existent, on a tous au moins soit Internet ou on a tous la télé, on a tous au moins été soumis à des vidéos qui traitent de la violence conjugale, que ce soit avec les mots, que ce soit avec les gestes, etc., etc., des propos sexistes. Vous voyez, on connaît tout ça. Alors la personne qui en toute conscience connaît tout ça, mais malgré tout poursuit dans le même dessin, voilà. À un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses et il faut agir. Voilà. Alors, vous n'avez plus... Bonsoir, bonsoir. Vous n'avez plus de vie sociale. Ah, bon. Bien souvent, alors, j'avais dit qu'aujourd'hui, peut-être, je ferai quelque chose sur le fameux pervers narcissique. Je ne vais pas le faire, c'est trop long. Donc, je le ferai. Très certainement, je vais développer un live là-dessus, et parler exclusivement de ça. Mais par contre, je vous dirai ceci... c'est que quand vous connaissez, d'abord quand vous ne prêtez pas de pouvoir à quelqu'un, pervers narcissique ou pas, ça c'est juste une étiquette, l'autre il sait pas rentrer, hein, clairement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que imaginons vous êtes un peu relâché, mais dès que vous relevez certains signaux, vous dites, bon là il y a un problème, soit je prends la poudre d'escampette, ou je bloque la relation, etc., ou j'ai une discussion franche et on met les pendules à l'heure. Mais voilà, si c'est le cas, l'autre n'a plus beaucoup de pouvoir, il faut le savoir. Vous allez le démasquer directement. Pourquoi vous dire ça? Parce que, par exemple, ne plus avoir de vie sociale, c'est une des premières, c'est une des premières techniques qu'emploie le pervers narcissique. Pourquoi? C'est très simple. Il sait une chose intuitivement. Hein. Le groupe peut être une source d'idées. Le groupe peut être une source de force. Je vous donne un exemple. Si la personne est animée de mauvaises intentions, elle sait très bien qu'en ayant un groupe social soudé autour de vous, les autres vont le démasquer. Et vous diront très certainement de ne plus le fréquenter. Ils mettront certains de ses comportements à jour alors que vous n'êtes peut-être pas capable de le voir. Et ça, ils le redoutent. Donc la meilleure technique, c'est de faire quoi? Tout simplement de vous isoler
de vos amis. Donc ça peut vous donner un truc du style écoute, je suis désolé, mais cette personne, moi je l'aime pas, tu vois. Oui, mais c'est mon ami depuis des années. Oui, c'est peut-être ton ami, mais moi je veux plus qu'il rentre ici parce que je ne le sens pas et je vois qu'il n'a pas une bonne influence. Dès qu'il est là, je vois que tu changes et ça, j'aime pas. Ok. N'oublie pas, tu m'as rencontré, t'étais mal dans ta peau. Voilà, regarde, moi j'ai toujours été là pour toi, lui je suis pas sûr qu'il a toujours été là pour toi, etc. Vous voyez ce genre de baratin. Eh ben, ce type de baratin fait qu'à un moment donné, vous avez peur en fait d'avoir des amis. Ou vous avez presque peur de parler avec vos parents. Et le but, c'est parce que c'est un technicien d'une certaine manière, c'est un stratège relationnel. D'une certaine manière, en faisant ça, eh bien, tout simplement, il va vous isoler. Et si il vous isole, il vous coupe d'une grande source d'énergie et d'une grande source d'idées qu'est le groupe social. Et donc, pour lui, c'est tout bénef, parce qu'à partir de ce moment-là, le travail de manipulation peut avoir lieu de manière beaucoup plus forte, évidemment, avec un but, c'est de complètement vous avoir sous sa coupe, clairement. Donc, il y a de ça. Et la personne va jouir de ça. Donc, avez-vous absolument envie que l'autre jouisse de votre malheur? Je ne le pense pas. Hein. Et si vous avez envie de ça, eh bien, ça s'appelle du masochisme. Et si vous êtes masochiste, eh bien, je vous dirais qu'il faut consulter. Voilà, et comprendre d'où vient votre masochisme. Mais si vous n'êtes pas à ça, si vous n'êtes pas maso, si vous ne prenez pas de plaisir, eh bien, dites-vous que là, il est temps, encore une fois, directement de mettre le haut là. Attention, selon le type de manipulateur, puisqu'on en a parlé l'autre fois, il y a des personnes qui vont utiliser un langage très châtié, qui vont utiliser des techniques intellectualisées, des techniques très relevées pour vous expliquer que le groupe social ne vous vaut rien. Hein. Ça peut être très fort, ça. Hein. Ça peut vous donner un truc du style. Tes parents ne t'ont jamais compris. T'ont jamais compris. Tes amis ne te comprennent pas. Ils n'ont pas compris ta véritable personnalité. Moi, j'ai saisi qui tu étais. Et c'est moi qui vais t'aider justement à décoller parce qu'eux ne te comprennent pas. Voyez le genre de choses. Ça, c'est une très belle technique parce que vous dites, ah, l'autre quand même, il me connaît, il prend le temps de m'analyser, de me comprendre, et là, il me veut du bien. Méfiez-vous, c'est une chose, c'est une technique de manipulation extrêmement utilisée par un pervers narcissique, par exemple. Voilà, le but étant que vous n'ayez plus d'amis autour de vous, hein, c'est aussi simple que ça. Donc protégez-vous évidemment de ce type de situation. Alors, autre fait marquant, vous qui aviez auparavant une opinion très tranchée sur les choses, eh bien, vous commencez à adopter son raisonnement. Ah ah, ah ben, je sais pas, vous votiez à gauche, il vote à droite, donc vous mettez à voter à droite. Là, il commence à y avoir un problème. Vous adoptez la même vision qu'il a de la politique, de l'interprétation des faits de société, de l'éducation, et donc, au fur et à mesure, ce que vous faites, c'est le mettre en avant, parce qu'il est tellement, ou elle est tellement géniale, et que vous, dans le fond, vous êtes moins que lui. Et ça, c'est dangereux, évidemment, parce que vous le mettez en avant. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vais vous citer quelque chose qui m'a frappé à de nombreuses reprises. Hein. Dans mes connaissances, j'ai quand même beaucoup de personnes, par exemple des dames qui sont des indépendantes, non seulement au niveau du statut, mais aussi leur personnalité sont des personnalités indépendantes. Et puis un jour, elles tombent amoureuses. Hein, et là, j'en ai une en particulier. Et elle est invitée à une soirée où on fait un peu du networking. Et finalement, elle a passé toute sa soirée à mettre en avant son homme et pas elle. C'est-à-dire qu'elle est là pour le networking et pour pouvoir parler d'elle, mais elle ne le fait pas, elle met en avant l'autre. Et là, vous rendez compte direct qu'il y a un problème. Elle commence à s'effacer. Elle qui a une personnalité très forte commence à s'effacer au profit de l'autre. Et donc, implicitement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, elle se met en dessous, sous la coupe
d'une personne. Ça, c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire parce que l'autre interprète très très bien ce type de signaux et pour lui, c'est du pain béni, évidemment. La manipulation profonde peut commencer. Voilà. Vos proches ne vous reconnaissent plus. Autre fait. On se dit, mais tiens, avant, tu étais plutôt enjoué, tu t'habillais d'une certaine manière, tu aimais bien te maquiller de cette manière-là, et maintenant, en fait, tu as changé du tout au tout. Qu'est-ce qui se passe? Tes fringues, c'est devenu terne, ta manière d'aborder la vie a changé complètement, on dirait que tu n'as plus les mêmes valeurs, tu t'intéresses plus à la même chose. Bref, c'est comme s'il y avait eu réellement un changement de personnalité. Et là, ça n'échappe pas aux proches. Pourquoi? Mais parce que vos proches, ils vous connaissent, évidemment. Ils vous connaissent, alors ils vous connaissent, on ne vous connaît pas totalement, mais ils ont eu l'occasion de vous voir pendant des années, dans diverses situations. Et donc, ils se rendent compte que là, il y a un changement notable. Et ils vont s'alarmer. Ils vont s'alarmer s'ils se rendent compte que le changement n'a pas l'air de vous rendre heureux ou heureuse. Voyez? Fatalement, si on voit un changement du style ah tiens, je vois que depuis le temps que tu côtoies cette personne, tu sens plus confiant en toi, on voit que tu relèves des défis qu'avant tu ne te serais pas autorisé. Là, on se dit bah, la personne a plutôt une bonne influence. Mais si maintenant vous devenez un peu terne, vous devenez transparente, etc., là, on commence à se retrouver avec un souci. Voilà. Donc, ça, c'est pour vos proches. Gardez ça en tête. Les proches, c'est aussi, ils ont aussi cette capacité, peut-être, de refixer certaines choses, de remettre les choses à plat. Et voilà, c'est pas inutile. Et c'est pour ça, évidemment, que l'un des buts d'un bon manipulateur pervers narcissique, c'est d'abord de casser le groupe et de vous isoler du groupe. Et pour ça, il va utiliser toutes des techniques. Par exemple, alors là, je vais prendre la manipulation de... peut parler d'une manipulation de masse aussi dans certains cas. Certaines sectes font ça. Hein. C'est la base, c'est simple. Isoler du groupe social. Bon, je ne dirais pas ce que je pense du Covid. Hein. En tout cas, des techniques qui sont employées. Parce que, encore une fois, on se rend compte quand même que derrière, ça peut être pas mal. Hein. Les récupérations politiques, elles peuvent faire peur. La manipulation de masse, elle existe. Mais donc, isoler les gens de leurs relations, en fait, ça crée vraiment des bugs cognitifs, il faut le savoir. Et quand les bugs cognitifs sont créés, on vous manipule beaucoup plus facilement. C'est toujours cette idée, hein, diviser pour mieux régner. C'est toujours cette idée. Donc là, en fait, c'est ce que vous voyez en transparence ici, en filigrane. Votre vie professionnelle est impactée. Eh oui, fatalement. Vous êtes avec une personne avec qui ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire que, là aussi, on doit renormaliser. Votre maison, votre appartement, c'est-à-dire votre chez vous, ça doit être un havre de paix. Comprenez bien que je sais que c'est pas toujours la paix. Je sais que parfois on se prend la tête pour des bêtises. Mais ça doit vraiment rester de l'ordre de l'anecdotique. On ne peut pas avoir ça tous les jours. Bon, si maintenant, dès que vous rentrez, il y a des problèmes, vous dites, ok, tous ces problèmes, je peux pas me relâcher chez moi, j'ai peut-être plus le groupe social avec qui je peux parler, je peux plus en parler à personne, donc je reste isolé avec tout ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, finalement, il me reste ma vie professionnelle, mais dans ma vie professionnelle, on n'est pas là pour m'écouter, me répondre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, en règle générale, vous commencez à baisser en productivité, vous êtes moins à même d'écouter les ordres, vous allez peut-être fondre en larmes plus facilement dès que quelqu'un aura quelques mots plus durs, etc., etc. Et ça devient le cercle vicieux. Bon. Donc voilà, dites-vous que si vous aimez votre profession, si vous êtes bien vu, ce serait vraiment dommage en plus d'avoir des problèmes dans cette sphère, tout simplement parce que vous n'avez pas encore pu régler
ceux de votre vie de tous les jours. Vous ne pensez pas à vous, ou vous ne pensez plus à vous. Alors peut-être qu'avant, vous faisiez plaisir. Vous voyez, vous faisiez des petits cadeaux. Vous offrir, je sais pas moi, une journée au spa, vous achetez des fringues, du maquillage, peu importe. Et puis tout d'un coup, voilà, vous pensez plus à vous, en réalité. Vous avez même l'impression que si vous achetez quelque chose, eh bien, c'est peut-être pas mérité. Ça peut arriver, ça. Ou alors que vous n'en avez pas besoin. Ou alors que ce que vous avez envie de vous acheter, ça ne vous ira de toute façon pas. Vous voyez, il va avoir une notion de ça ne va pas, je ne serai pas joli ou je ne serai pas beau avec ça, j'ai pas envie de me faire plaisir. En fait, ce que vous faites sans le savoir, c'est vous enfoncer dans une forme de pessimisme. Vous commencez à adopter réellement l'image que l'autre est en train de façonner de vous-même. Donc s'il vous dit ah, écoute, de toute façon, t'es pas, il faut reconnaître, hein, t'as pas je vais le faire cette fois-ci avec un homme. Écoute, faut le savoir, donc c'est une femme qui parle à un homme. Hein. Écoute, faut quand même reconnaître, t'es quand même pas un canon de beauté et t'as quand même pas l'âme d'un leader. Bon alors, est-ce que réellement c'est le costume cravate qui va changer quelque chose On peut se poser la question, tu vois. Et ben ça, vous voyez, ça incite pas quand même. Dans le style discours castrateur, bah, c'est magnifique. Évidemment, l'inverse est vrai aussi, d'un homme vis-à-vis d'une femme. Vous voyez, encore une fois, tout ça, ça peut se faire dans tous les sens, évidemment. Donc, pour pouvoir rétablir une relation saine, il faut pouvoir penser à vous. Et ça commence déjà par une chose qu'on ne s'autorise plus, avoir des moments pour soi. Dans une relation saine, eh bien, on doit avoir des moments pour soi. Il est normal que le conjoint puisse avoir certaines choses, rien que pour lui, je sais pas, moi, une activité sportive, une activité artistique, mais vous puissiez avoir les vôtres aussi, et puis certaines en commun. Là, ça commence à devenir équilibré. Voyez. Mais si vous êtes toujours, vous, par exemple, obligé de dire, ben non, moi j'aime bien ça, mais lui il n'aime pas, et donc ben, finalement je fais cette activité avec lui parce qu'il est avec ses copains et que ça lui plaît bien, et que j'ai pas envie qu'on se dispute, là ça va plus. Et donc ça aussi, c'est déjà un signe que vous avez capitulé, que vous ne tenez pas tête et que vous n'exprimez pas votre identité. Et peut-être d'ailleurs que vous cherchez. Vous n'avez pas, vous n'arrivez plus à exprimer qui vous êtes. Et ça, c'est un souci. Le couple, c'est pas de la fusion. On nous enseigne ça, vous savez. Je suis toi, tu es moi, nous ne formons qu'un, une seule entité. Tout ça, c'est bullshit. Hein. Tout ça, c'est bien pour les livres, c'est bien pour les films, voyez-vous, mais dans une réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pas du tout. Alors on peut avoir des moments un peu fusionnels, c'est tout à fait normal, mais des moments, mais on ne peut pas être en fusion non-stop. Autrement, la fusion, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que vous n'avez plus d'identité. Vous devenez l'autre. Vous devenez l'autre. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a un cours. Voilà, moi je la développe dans une formation qui est un cours de psychogenèse structurelle. Et dans ce cours, on parle bien des 7 étapes, par exemple de la relation de l'enfant à la mère. Et la première étape, c'est l'absorption. Je ne fais qu'un avec maman, et c'est normal, hein, c'est le nouveau-né qui fait ça. Je ne fais qu'un avec maman. Lorsque je suis en stress, je tète le sein de maman, j'ingère maman, et quand j'ingère maman, je ne fais qu'un avec elle, donc je me sens bien. Et le lait qui coule en moi me ravit, hein, il me calme, et sa peau me calme. Et donc le fait de ne faire qu'un, ça me calme, ça me déstresse, voyez-vous? Eh bien ça, en réalité, c'est la relation, c'est la phase 1 de la relation à la mère, qui est une relation très archétypale, et c'est la phase numéro 1. Donc on est au tout début de l'évolution, ce qui veut dire que lorsque vous dites « moi je cherche à me fondre dans l'autre », voyez, et je m'oublie dans l'autre,
en termes d'évolution, c'est une catastrophe. Catastrophe. Voilà. Alors, Magdalena, elle me dit, il faut être complémentaire. Oui, en fait, si tu veux, on peut avoir des moments de fusion, de temps à autre, ça peut faire du bien, mais après, très vite, on a notre identité, et on doit garder notre identité, et faire le chemin ensemble, et parler ensemble, échanger, et on ne cherche pas à être l'autre, clairement, et on ne cherche pas non plus à ce que l'autre soit comme nous. On essaie de comprendre nos différences et c'est comme ça qu'on évolue. Donc c'est un travail, c'est pas du tout quelque chose qui est inné, c'est pas du tout facile. Voilà, on doit pouvoir être complet tout seul, oui, d'une certaine manière. En nous, on doit développer, voilà, le yin, le yang, le côté masculin, féminin. On doit se sentir bien avec soi-même. Autrement, dès que vous vous sentez mal, vous vous sentez incomplet, vous allez fusionner chez l'autre. Un peu comme si c'était le sauveur ou la sauveuse, mais c'est que vous avez un manque. Donc, directement, dès que vous dites je n'arrive plus à penser à moi parce que je veux fusionner avec l'autre, ben dites-vous ceci, il y a un problème. Automatique. Vous n'êtes pas bien loin dans l'évolution. Alors, c'est pas du tout une critique, c'est juste un constat. Et donc, une fois qu'on sait ça, on se dit, mon Dieu, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Parce que très certainement qu'il y a un manque derrière, qu'il y a un problème derrière, et je dois pouvoir le résoudre, autrement j'aurai toujours besoin de ce type de relation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui sortent d'une relation qui était très compliquée, et directement, dès qu'elles sortent de la relation, hop, directement, elles bondissent sur une autre relation, parce qu'elles veulent refusionner avec quelqu'un. Donc lorsque vous entendez des mots du style c'est mon âme sœur, hein, ou je l'ai dans la peau, hein, c'est lui et moi, c'est à la vie, à la mort. Tout ça, vous prenez et vous dites, ok, ça c'est phase numéro 1 de la relation à la mère. C'est bébé qui tète le sein de maman. Voilà, pour se calmer. C'est aussi simple que ça, c'est pas autre chose. Et c'est pas parce que dans les films on vous a dit ça c'est l'amour que c'est la vérité. Je vous assure, c'est très très intéressant d'écouter les grandes chansons d'amour, par exemple, et finalement on voit que derrière les chansons d'amour, il y a des choses qui sont terribles. Moi je prends souvent, ne me quitte pas, regardez la fusion, ne me quitte pas, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais surtout ne me quitte pas. Et on vous balance ça, et vous allez peut-être faire écouter ça à vos gamins ou à vos gamines en disant écoute quel beau texte. Ça c'est l'amour. Mais c'est pas de l'amour, c'est une chanson sur la lâcheté. C'est de la lâcheté. D'ailleurs, ce que je vous dis ici, c'est même pas moi qui l'explique, c'était Brel. Un jour, un journaliste lui dit quelle magnifique chanson d'amour. Il dit vous plaisantez ou quoi? Et pas écoutez. C'est une chanson sur la lâcheté. Voyez, c'est de la lâcheté, c'est pas autre chose. Donc, pensez à soi, ne pas se fondre complètement dans l'autre, et de respecter ses différences, ça c'est une bonne chose. Et évidemment, faire plaisir aussi à l'autre, sans aucun problème. Mais s'oublier dans l'autre, grossière erreur. Là, c'est que vous êtes parti pour une drôle de relation où réellement, au plus vous allez rentrer là-dedans, au plus vous allez avoir des difficultés à vous en sortir. Et alors, oui, encore une petite chose, excusez-moi, c'est que le jour où l'autre vous plaque, vous n'êtes plus rien, vous êtes anéanti. Hein. C'est-à-dire que là, vous dites, ah mon Dieu, j'avais tout fondé sur lui ou sur elle, maintenant qu'elle est partie, je ne suis plus rien. Catastrophe, catastrophe identitaire. Donc, encore une fois, très très bien pour les livres, pour les films, hein, c'est super, mais dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Alors, il y a plus de négatifs que de positifs. Eh, si vous jugez de la relation avec quelqu'un, vous faites une balance, ok? Et vous dites, bon, ok, ça fait 1 an que je connais la personne. Prenons un peu ce que je retiens de positif. Et vous dites, bah oui, il y a quelques petites choses positives, mais la liste du négatif, c'est très lourd. Faut vous poser la question directe. Hein. Pourquoi vous restez avec? Pourquoi vous restez avec? Si dans votre balance, c'est oui, j'ai connu quand même des moments positifs, on est parti à Tenerife ensemble et là c'était bien quand même. Ah, là c'était bien. Là il était vraiment bien, il était moins stressé, voyez. Et donc il s'est un peu occupé de moi. Ouais. Alors je rigole, vous savez pourquoi? Parce que sur Facebook par exemple, j'adore. Hein, sur Facebook.
Je remarque que quand ce sont les vacances, les couples se rabibochent. Ils sont bien ensemble. Et là, vous avez tous les commentaires. Ah, vous êtes beaux ensemble. Ah, vous êtes beaux ensemble. Ah, sauf que quand on les connaît dans l'intimité, en fait, c'est règlement de compte à hockey choral. Mais le truc, c'est que bah, fatalement, sur Facebook, on va jamais étaler sa vie négativement. On va montrer qu'on a une vie de couple extraordinaire. Mais souvent, c'est pendant les vacances. Voyez, cette partie-là. Et quand on se souvient, on se dit, bah oui, c'était bien, les vacances, quand on est en vacances, en fait, tout se déroule bien. C'est-à-dire, un mois par an, ça se déroule bien, mais tout le reste, c'est une catastrophe. Faut quand même vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une véritable relation ou qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc là, ce sont encore des signes qui sont indicateurs de problèmes à mon avis, plus profond. Votre relation est déséquilibrée. Dans une relation saine, les deux partenaires prennent des décisions ensemble. Et ils ont le contrôle à deux sur leur quotidien. Vous voyez, ce sont des partenaires de vie. Et c'est ça qui est intéressant dans le couple. Devenir partenaire de vie. On fait un bout de chemin ensemble, ou on fait peut-être tout le chemin, hein, voilà, mais on est partenaire de vie. Et un partenaire, avec un partenaire, ben, on discute. On essaie de se comprendre, on essaie de prendre des décisions ensemble, surtout des grosses décisions, bah on essaie de les prendre ensemble, évidemment, concernant l'avenir, concernant, je sais pas moi, l'éducation des enfants, s'il y a des enfants, etc., etc. Si votre partenaire est seul à agir et ne vous demande pas votre avis, alors moi, je vous parle pas de votre avis sur, je sais pas, le gars ou la bonne femme est parti faire, je sais pas, des emplettes dans un magasin, et puis il a choisi une lampe de chevet qui lui plaisait bien, et vous a pas demandé votre avis, on s'entend, je pense qu'on peut passer dessus. Mais si maintenant, ce sont des choses beaucoup plus conséquentes, oui, là aussi, il faut se poser quand même des questions, quoi. Hein. Il faut quand même savoir que dans certains couples il y a des conjoints parfois qui signent des documents à la place de l'autre pour pouvoir obtenir, par exemple, un crédit ou ce genre de choses. Là, vous voyez, ça commence à devenir un peu dangereux. Donc, la relation équilibrée, c'est tous les deux, on a de la prise sur notre quotidien. Voilà, tous les deux, eh bien, on prend des décisions communes. Alors, le manque de respect. Ah, le manque de respect, c'est le pire que tout. Donc, comme je dis, il y a une différence entre on discute, hein, je discute avec quelqu'un, voilà. Dans la discussion, je pourrais avoir une discussion un peu plus tendue, c'est vrai, ça arrive. On est un peu plus sur la défensive. Et puis après, on n'est plus dans la discussion, on est dans la dispute, où là, réellement, on commence un peu à élever la voix, vous voyez. Mais dans la dispute, il y a aussi des gradations. Et dans la gradation, il peut y avoir aussi les insultes. Quand vous arrivez à l'insulte, là, on franchit déjà un cap. Hein. Et si vous avez envie d'insulter l'autre, et que tous les deux, c'est ne pas arrêter de vous dénigrer, de vous insulter, de vous relancer au visage les fautes de l'un et de l'autre, et vraiment manquer de respect jusqu'à en arriver à l'irrémédiable, c'est-à-dire le contact physique un peu trop musclé, là, dites-vous que réellement, c'est un signal très fort. Hein. C'est un signal très fort. Dans la vie, on doit pouvoir se respecter. Nous ne sommes pas des animaux. On a quand même un cerveau, on a quand même plusieurs évolutions de cerveau qui nous permettent logiquement de temporiser tout ça. Donc voilà. Là-dessus, encore une fois, dites-vous que si vous vous lâchez, si vous commencez à insulter l'autre et que l'autre vous insulte, il y a vraiment... on a été trop loin, on va beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Et donc, ça risque pas d'aller mieux. Hein. Vous n'avez pas confiance en l'autre. Vous vous méfiez de lui. Alors, vous vous méfiez de lui, par exemple, vous ne vous sentez pas en sécurité parce que vous pouvez vous dire que l'autre va vous tromper.
c'est une possibilité, ou que l'autre va essayer de vous voler, c'est encore une autre possibilité. Vous ne lui faites pas confiance parce que vous dites qu'à tout moment, il pourrait peut-être vous faire du mal, et là c'est encore pire évidemment parce que vous vous sentez menacé. Dans tous les cas de figure, ne pas avoir confiance en quelqu'un, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Alors attention, je vais juste mettre une parenthèse. Ne confondez pas tout. Vous pouvez sortir d'une relation où à un moment donné, vous n'avez pas eu confiance. Vous voyez, parce que quelqu'un vous a fait du mal. Vous rentrez dans une nouvelle relation, fatalement, vous n'êtes pas très, très chaud ou très chaude à rentrer dans cette relation et faire confiance directement. Et donc, vous apprenez avec l'autre à pouvoir vous rapprocher, à pouvoir vous comprendre. Comme dit le renard dans Le Petit Prince, il faut m'apprivoiser, vous apprenez à apprivoiser l'autre. Ça, c'est une phase normale, hein, où on n'a pas encore totalement confiance, parce qu'on ne connaît pas encore assez. Mais une fois que vous connaissez votre partenaire, et que malgré tout le manque de confiance persiste, il y a un problème, soit de votre part, soit de sa part. Mais il y a un souci. Voilà. Alors, si c'est de sa part et que réellement vous vous dites je ne peux pas avoir confiance en lui, par exemple je ne peux pas avoir confiance au niveau de l'argent, dès il va sur notre compte commun, il est capable d'aller chercher de l'argent sans me le dire et de le dépenser pour des choses qui sont peut-être futiles, voyez, ce genre de choses. Ça arrive une fois, c'est une chose, ça arrive plusieurs fois, ça commence vraiment à devenir inquiétant. Votre relation ressemble à des montagnes russes et donc un jour ça monte et on est tout euphorique et on est bien ensemble et puis tout d'un coup ouah, c'est la chute et ce sont les périodes très difficiles, des grosses disputes, etc. Alors ce qu'il faut vous dire c'est que c'est pas révélateur quand même d'une vie saine. Alors dans une vie saine, relationnelle, on s'entend que tout ne doit pas être parfaitement lisse, voyez, ne doit pas être parfaitement lisse, parce que la petite dispute, la petite friction, même avec des amis, on peut aimer terriblement ses amis, avoir beaucoup de respect pour eux, et puis un jour, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc, voilà, on a une petite discussion, on a une petite dispute, ça peut arriver, et puis on se rabiboche, et puis on repart en bon terme. C'est la vie, ça c'est pas le problème. Mais si maintenant, à chaque fois, donc sur une semaine, c'est lundi, oh c'était génial, on est sorti au resto, on a fait la fête, c'était bien. Et mardi, c'est déjà une catastrophe parce que voilà, parce que c'est parti en live. Et puis mercredi, ça va toujours pas. Et par contre, jeudi, on s'est rabiboché un peu, ça va un peu mieux. Le vendredi, finalement, c'était pas si mal que ça, mais par contre, le week-end, c'était l'enfer. Vous voyez, là, il y a un truc qui va pas. Hein, il faut quand même une certaine constance là-dedans. Il y a quand même une certaine constance. Autrement, vous jouez toujours avec des émotions extrêmement contradictoires. Et la contradiction, alors je sais, hein, quand on est passionné, vous voyez, au départ, la passion et le manque de connaissance de l'autre peut donner ce type de relation, mais si ça perdure, franchement, c'est pas du tout reposant. Et le couple, ça doit pas être pépère, mais ça ne doit pas non plus ne pas être reposant. On doit pouvoir aussi être calme avec l'autre et se sentir bien. Par exemple, un des grands indicateurs qui montre que vous êtes bien avec l'autre, c'est que vous pouvez partager des silences. Et que même le silence, c'est quelque chose d'agréable avec l'autre. Voyez ? Voilà. Alors, vous êtes soulagé lorsque vous êtes seul. Vous vous rendez compte? Si vous êtes soulagé parce que vous dites j'ai pas envie d'être avec l'autre, j'ai pas envie de partager ça avec l'autre, là c'est un problème. Alors là aussi je fais une différence. On peut avoir un caractère solitaire, mais on peut le dire aussi. On peut dire à l'autre écoute, je t'adore, je t'aime énormément, et ça peut être encore une fois des amis, hein, leur dire je vous aime énormément, mais il y a une part chez moi qui est une part un peu plus solitaire, donc ne vous étonnez pas, parfois je dois prendre du recul, mais ça n'a rien à voir avec vous, c'est parce que moi j'ai besoin, ça fait partie de mon caractère, il n'y a rien de méchant avec ça, c'est pas tourné contre vous, au moins c'est clair.
Ok, vous voyez, ça c'est normal. Mais si maintenant vous faites presque des bonds lorsque l'autre est parti, parce que vous ne le supportez plus, parce qu'il vous étouffe, parce que vous avez l'impression d'être envahi, là ça va pas. Là ça va pas. Si vous sentez le plaisir monter, mais un grand plaisir, lorsque l'autre est parti, c'est que ça ne va pas automatiquement. On peut avoir du plaisir en disant ah l'autre est parti mais je suis quand même content parce que voilà je vais pouvoir faire certaines choses, je sais pas aller voir des amis etc. Ça faisait longtemps et donc finalement je quitte un plaisir pour un autre plaisir. Ça c'est pas un problème. Mais si vous quittez un déplaisir et que le déplaisir vous fait plaisir, le fait de le quitter, là il y a un problème. Alors, j'en profite. Tout ça, hein, puisque je parlais un peu de temps pour soi, prendre le temps pour soi, être seul, etc. Quand vous avez un peu de temps à perdre, et si vous aimez, vous pouvez taper Facing EuropaCorp dans Pinterest. J'ai développé tous des tableaux, enfin nous avons développé tous des tableaux qui ont un but. Hein, c'est au travers de l'image ou au travers de citations de vous donner eh bien, du contenu psycho, hein, contenu psycho ou du contenu bien-être. Alors je ne vous dis pas que chaque tableau est comme ça, mais globalement sur 50, plus de 50 tableaux, il y a au moins 40 types de tableaux qui sont là vraiment pour vous aider. Vous voyez par exemple la psychomorphologie. Ben, la psychomorphologie c'est un outil extrêmement intéressant pour apprendre le non-verbal. Et le non-verbal nous dit beaucoup de choses sur l'autre par exemple. Vous voyez les expressions faciales, le body language, tout ça c'est du non-verbal. C'est toujours intéressant pour vous d'aller voilà glaner dans les tableaux, des informations, des postures, voir ce que ça peut vouloir dire, etc. etc. Et donc, allez jeter vraiment un coup d'œil sur ces Pinterest. Voilà, vous pouvez vous abonner et à chaque fois qu'il y a des tableaux, par exemple sur les manipulateurs, sur des criminels, etc., etc., ben, vous êtes au courant à chaque fois qu'on remplit ces tableaux ou qu'on en crée de nouveaux. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que il y a quand même pas mal de contenu, en plus des vidéos, la chaîne YouTube et Pinterest qui sont là pour vous et qui peuvent vous aider à continuer à développer vos capacités, vos talents, etc. etc. Voilà, plutôt sympa hein, Pinterest, plutôt sympa. Dans le fond, ça me fait penser aux panini, moi. Vous savez, quand j'étais gamin, je collectionnais comme beaucoup les panini. Bah, Pinterest, c'est les panini pour les grands. Hein. Voilà. Vous avez peur de parler, vous n'osez plus parler. Ah, si je parle, il va encore me tomber dessus. J'ai peur de dire quelque chose. Alors j'ai une amie qui dernièrement me parle de sa relation professionnelle avec une chef qui est toujours aux aguets. Hein, et dès qu'elle dit quelque chose, eh bien cette personne l'interprète d'une certaine manière, bah, qui est fatalement est une manière un peu tordue, et c'est toujours dans le but bah, évidemment de l'engueuler ou de la rabaisser. Bah, vous voyez, ça c'est des relations toxiques évidemment qui ont lieu au niveau professionnel. Tout ce que je vous dis ici, là, je vous donne des infos générales, mais on peut coacher les gens là-dessus. Hein. Quand je parle de formation, par exemple, c'est pour apprendre à coacher les gens face à ce type de situation. Parce que c'est pas le tout de le savoir. Repérer, c'est déjà bien. Aujourd'hui, vous allez apprendre à repérer. Vous pouvez mettre des mots là-dessus. Mais le nec plus ultra, quand même, c'est de pouvoir coacher et dire dans tel type de situation, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Et donc, bon, ici, c'est un peu... On va pas faire ça, mais sachez, par exemple, que c'est tout le propos des formations en psychoanalyse, par exemple. Alors, vous n'avez plus envie de rentrer chez vous, bah, vous avez compris une chose, si vous avez peur de rentrer chez vous, c'est qu'il y a un problème. Chez vous, c'est là où vous êtes protégé, logiquement, en sécurité. Il faut pas oublier qu'on se bat pour avoir une maison. On se bat pour être propriétaire, parce qu'on se dit que quand on est propriétaire, bah, au moins on a toujours un toit au-dessus de sa tête, on a toujours un endroit où se ressourcer. C'est quand même là-bas, je veux dire, quand l'homme préhistorique était sans abri, eh bien, il était à la merci des prédateurs, donc il a toujours cherché à s'abriter. Puis après, quand l'homme s'est sociabilisé, qu'il a commencé à construire des outils, qu'il a commencé à développer des villages et à créer des maisons, etc., etc.,
éprouver un sentiment de sécurité. Mais si la maison devient un sentiment d'insécurité, posez-vous la question de ce qui vous arrive. C'est que là, il y a vraiment un problème. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Si vous avez peur de rentrer à la maison, c'est réellement qu'il y a un souci. Il y a un souci majeur, clairement. Et pour tout vous dire, je prends ça parce que, excusez-moi, je reviens là-dessus. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. J'ai ma gamine de 14 ans qui me dit, écoute papa, voilà, je suis avec une copine, ma copine a très peur de rentrer chez elle. Voilà. Et donc, bon, elle me dit ça, il est quand même plus de 19 heures, et cette gamine, elle a 15 ans, quoi. Donc, 15 ans, on se dit, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Et donc, bah, j'ai dû faire, évidemment, mon boulot, essayer d'appeler, enfin, j'ai appelé les instances pour la jeunesse, etc., qui m'ont aidé, qui ont entendu cette jeune fille, et il se trouve que cette jeune fille, en fait, elle était violentée à la maison, hein. Violentée, hein, pas violée, violentée à la maison. Bon ben voilà, et elle a dû sortir de circuit infernal. Elle avait peur de rentrer chez elle, elle n'osait pas le dire. C'est ici, en fait, c'est en le disant à ma gamine, et elle est venue me le rapporter, qu'on a pu faire quelque chose. Et maintenant, elle se sort progressivement de l'enfer dans lequel elle était plongée. Mais c'est vous dire, et elle vit ça depuis qu'elle est petite, elle n'osait pas le dire. Et à la rigueur, comme elle l'expliquait, j'ai entendu parler aux policiers en ces termes, je pensais au départ que c'était normal. En fait, c'est en venant à la maison qu'elle s'est rendue compte que mais c'était pas normal. Vous voyez, donc il y a aussi cette habitude, hein, on vit dans une forme d'autarcie, on se dit que finalement, ben, la vie c'est ça. Mais la vie, ça peut pas être ça. La vie, c'est de pas avoir peur de rentrer chez soi, par exemple. Alors, vous faites tout pour éviter les disputes. Ça aussi, c'est un signe. Vous voyez, vous comportez d'une autre manière, vous agissez d'une autre manière, vous évitez de dire certaines choses parce que vous ne voulez pas vous disputer. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que vous subissez et que vous avez peur de l'autre. À partir du moment où vous devez brimer ce que vous avez sur le cœur, à partir du moment où vous devez réfréner vos envies et où vous ne pouvez pas parler, parce que l'autre directement va s'emporter avec vous et va créer la dispute, très sincèrement, même chose, il y a un problème, vous devez prendre le large, évidemment, parce que c'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Des gens normaux doivent pouvoir écouter des avis qui sont différents, hein, voilà, de ce qu'ils pensent réellement, et on doit pouvoir trouver un consensus, on doit pouvoir essayer de comprendre ce qui anime l'autre, et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dispute, mais malgré tout, on a pu se confier. Mais éviter de se confier pour ne pas avoir de dispute, c'est vous montrer en fait qu'il y a une rupture de communication qui est flagrante. Et s'il y a rupture de communication, eh bien, je ne donne pas cher de votre relation. Ah ah, demandez la permission. Eh oui, et ça, moi je le vois encore bien souvent, hein. Alors j'aime beaucoup parce que maintenant on a l'émancipation des femmes quand même. N'oubliez pas, on a des dames quand même qui se sont battues, qui se sont faites emprisonner pour avoir des droits, le droit de vote, pour pouvoir dire ce qu'elles pensent. Maintenant, heureusement, nous avons des femmes qui prennent des décisions à tout niveau, donc c'est très bien. On assiste un peu au girl power maintenant, c'est génial. Mais j'ai encore des dames qui demandent la permission. Voilà, demandent la permission. Et là, ça devient quand même grave. Si vous demandez la permission à l'autre de pouvoir faire quelque chose, ça devient vraiment un souci. Alors, je fais bien une différence entre demander une permission et simplement prévenir ou demander à l'autre ce qu'il en pense. Ça peut vous donner un truc du style, écoute, dans 15 jours, il y a un colloque qui aura lieu à Gand, j'aimerais bien y aller, est-ce que toi ça te pose problème, est-ce que tu as quelque chose à faire, etc. Voyez, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais excuse-moi, est-ce que je peux faire ça? Là, c'est un autre souci.
c'est un autre souci. Donc si vous voyez que vous devez demander la permission à chaque fois à votre conjoint ou à votre conjointe, c'est que réellement nous avons un gros problème, et donc vous êtes vraiment dans un signe très fort d'une relation toxique, voire abusive. Parce que si vous en arrivez à demander la permission, c'est que très certainement avant il y a eu de l'abus. Ça c'est clair. Donc voilà, la vie ça doit pas être comme ça, la vie ça doit être équilibré, voyez-vous. Logiquement on ne doit pas s'emmerder dans la vie avec l'autre. Ça doit être fluide, ça doit être comme une danse. Hein, un peu comme, voilà, c'est une danse, ça doit être souple. Si maintenant vous devez prier l'autre de vous accorder ces bonnes grâces, où allons-nous? Vous n'êtes pas vous-même, ça on en a déjà parlé, hein, vous n'êtes pas vous-même, voilà, vous n'avez plus, vous ne mettez plus en avant certains aspects de votre personnalité parce que ça énerve l'autre. Et ça, c'est triste. Par exemple, j'ai vu ça. J'ai vu ça souvent. Alors, désolé, hein, je sais que j'ai quand même pas mal de dames qui m'écoutent, et mes propos ne sont pas machistes, je tiens à le dire. Alors moi, je suis ni féministe, ni quoi que ce soit, je suis un humaniste. Pour moi, tout le monde a le droit au respect, tout le monde a le droit de vivre le bonheur, etc. Vous voyez, donc je ne rentre pas dans ce jeu-là, je suis un humaniste. Mais ce qui me frappe vraiment, par exemple, dans le cadre des orientations professionnelles, bah, je vous dirais, j'ai quand même des milliers d'orientations professionnelles, et je remarque souvent celles qui mettent un terme à leur carrière, celles qui se mettent en off, ce sont les femmes. Et pas forcément parce que le mari a demandé, parce qu'elle voulait le mettre en avant et lui donner la possibilité de développer sa carrière. Et là, vous vous dites, waouh, est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Non, mais je l'ai fait. Et là, je me remarque quand même qu'il y a des réminiscences parfois de l'éducation. Attention, hein, l'éducation, elle peut encore être très présente, et donc vous ne laissez pas avoir. Si vous avez des passions et que vous, par exemple, vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs, qui a des passions, je sais pas, vous êtes artiste dans l'âme, et vous c'est une passion, eh bien vivez votre passion. Et c'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que vous ne pouvez pas vivre votre passion. Et voyez ce que je vous dis ici. Je me confie à vous parce que voilà, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Je fais de l'orientation et pour les adultes, mais je fais ça aussi pour les jeunes. Mais pour les jeunes, pour les études supérieures, c'est incroyable. Parfois, je me demande à qui je fais l'orientation, parce que je demande, est-ce que tu as un petit copain ou est-ce que tu as une petite copine? Bon. Et là-dedans, je remarque tous les paramètres qu'il faut respecter. Ben, vous savez, monsieur, moi j'aimerais bien faire ça, ou j'aimerais bien coter à cet endroit-là, mais mon copain, il n'est pas content. Bon sang, ça commence déjà là, quoi. Même aux études. Même aux études. Et là, il y a un souci majeur. Vous vous dites, mais c'est dingue. Et alors, mieux que ça, j'ai encore quelque chose à vous rapporter. C'est que j'ai bon nombre de personnes qui viennent, donc elles viennent parce qu'elles en ont marre de leur boulot, et puis moi je dois regarder un peu le parcours, et je leur pose la question par exemple des diplômes. Je dis, mais tiens, vous avez étudié dans quoi? Ben moi j'ai étudié dans telle discipline. Ok, mais votre parcours professionnel n'a rien à voir avec ce dans quoi vous avez étudié. Mais oui, en effet, parce que je n'ai pas poursuivi dans cette voie. Et pourquoi? Mais parce que mon compagnon ou ma compagne n'aimait pas, ou trouvait que ça ne donnait pas une stabilité, ou trouvait que je ne gagnais pas assez, et donc on se retrouve avec quelqu'un qui a un diplôme parfois de type universitaire, et en réalité, pendant 20 ans ou 15 ans de sa vie, il n'a jamais développé les compétences en relation avec son diplôme, ce qui veut dire que dans certains cas, son diplôme, eh bien, il est obsolète. C'est dingue, mais c'est comme ça. Tout ça pour faire plaisir à l'autre, parce que l'autre, ça ne lui plaisait pas. Vous voyez, donc là, il y a quand même tout un travail à faire, et je vois que c'est un travail très profond, hein, très profond. C'est dingue. Enfin, moi, ça me sidère toujours. Alors, vous avez toujours peur de mal agir, hein, c'est comme avoir peur de parler. Vous vous demandez si vous faites bien. À un moment donné, vous faites les choses, vous dites, est-ce que l'autre va encore me râler dessus?
Voilà, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que c'était la bonne méthode? Est-ce que j'ai bien rangé les choses à la bonne place? Est-ce qu'il risque pas de s'énerver? Ou elle ne se risque pas, elle ne risque pas de s'énerver? Parce que là aussi, hein, on peut avoir des dames parfois qui sont terribles au niveau, par exemple, de la méthodologie à l'intérieur du foyer et qui peuvent être très irritables. Voilà, ça peut être dur parfois à vivre. Alors, il y a aussi une chose hein, qui vous montre que tout ça, ben, c'est pas très bon et qu'on n'obtient pas une bonne relation à l'autre, c'est que vous faites ressortir le pire chez l'autre. Le pire, du pire. Logiquement, dans une relation saine, les deux doivent s'inspirer, vous voyez. Mais si vous faites ressortir automatiquement le côté ombre chez l'autre, c'est qu'il y a un souci. Alors, il faut savoir, c'est pas rare hein, ce que je suis en train de vous expliquer, que parfois deux personnes ensemble, c'est une catastrophe. Elles font ressortir l'une et l'autre le côté le plus sombre du partenaire ou de la partenaire. Et par contre, le jour où elles finissent par ne plus être ensemble et elles se retrouvent avec d'autres partenaires, eh bien on n'a plus le même problème. Voilà, il y a des couples qui sont voués à une forme de destruction. C'est comme ça. Et donc c'est presque épidermique. Il doit très certainement avoir, par exemple, ça pourrait être, c'est pas toujours le cas, mais peut-être une forme de miroir. Je reconnais en l'autre mes propres défauts que je ne supporte pas, alors je lui rentre dedans à tout bout de champ et elle me met dans un état pas possible et l'autre vit la même chose. Ça peut être une ébauche hein, comment vais-je dire, ça peut être une des origines, pas la seule, mais ça pourrait être une des origines. Mais dans tous les cas de figure, si vous faites ressortir le mauvais côté de l'autre, pas très bon, voilà, ça n'envisage rien de bon, pardon, ça n'augure rien de bon. Alors, vous devez faire face à des ultimatums. Si on vous dit, bon, maintenant, c'est cet ultimatum, je te préviens, c'est la dernière fois, parce que si tu ne fais pas ce que je te dis, tu es dehors, ou alors je te casse la figure, ou alors je vais le trouver et je le tue. Enfin, vous voyez toutes ces conneries là hein, qu'on peut sortir. Ben, l'ultimatum, voyez-vous, c'est un bon moyen de pression pour que vous agissiez différemment. C'est ce qu'on appelle en psychogenèse structurale la projection contrôle. Voilà, projection contrôle. Donc là aussi, on est toujours dans le rapport à la mère. Je précise, la psychogenèse structurale, c'est une technique qu'on utilise dans la formation en psychoanalyse. Hein. C'est une technique qui vient directement, finalement, de la psychanalyse. Et bien là, la projection contrôle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vise, évidemment, à vous donner des ultimatums pour vous faire capituler et dire, ben voilà, vous êtes obligé de le faire. Alors je joue un peu, hein, vous savez, je suis pas en train de remettre en cause le Covid, le machin et tout, mais enfin je vois quand même qu'il y a des techniques qui sont intéressantes. Maintenant on est en train de vous dire, ben voilà, en fait, il y a les vaccins. Alors, vous pouvez postposer, hein, il n'y a pas de problème. Mais si vous refusez le vaccin, eh bien à ce moment-là, vous ne pourrez plus en avoir. Vous voyez? Il y a quand même un ultimatum. Vous êtes obligé, autrement parce qu'après, vous ne pouvez plus me faire machine arrière. Attention, ça c'est les moyens de pression. Et évidemment, quand on connaît les techniques de manipulation, on se dit, ok, le but de ça, c'est le contrôle absolu. Voilà, il faut le savoir, c'est le contrôle absolu. Bon, j'ai pris ça, je l'isole parce que je m'amuse à décoder avec tout ça, même des phénomènes de société. Pour l'instant, bah, vous savez qu'on est quand même dans un phénomène jamais vu. Hein, ce qu'on est en train de voir, voilà, c'est du jamais vu. Bon ben voilà. En tout cas, c'est déjà fait. Hein. J'avais vu un reportage sur la grippe espagnole. On voit les mêmes systèmes, les mêmes techniques, mais c'était évidemment, les médias n'étaient pas aussi présents et fatalement ne gonflaient pas tout ça. Voilà, donc technique de l'ultimatum. Je vais vous dire, c'est pas la meilleure. Hein. Votre partenaire vous blâme pour tout, bah voilà, s'il arrive quelque chose, c'est de ta faute, c'est toi. T'as encore pris la voiture, elle est rayée. Eh ben oui, écoute, je suis désolé. Avant que tu ne la prennes, elle n'était pas rayée. Maintenant, elle est rayée.
Ouais, mais Chou, attends, il y a peut-être quelqu'un qui est passé dans la rue qui l'a rayée. Non, 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 attends, c'est quand même bizarre. Tu la prends, elle est rayée. À pas me dire. Ouais, je peux vous le faire avec la machine à café. C'est quand même bizarre que dès que tu passes après moi, hein, que tu te fais un café, juste après, la machine, elle fonctionne plus. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? T'as deux mains gauches ou quoi? C'est pas possible, quoi. Je te laisse 5 minutes avec des électroménagers, ils fonctionnent plus. Vous voyez? Ouais, ouais, j'ai Nicolas Mazzoni, hein, comme ça vous le savez, c'est son nom, il me fait ça, hein. Et quand il y a des problèmes avec les PC, il me dit ouais, c'est de votre faute. Voilà, vous approchez du PC, il tombe en panne. Vous voyez, ce type de technique, moi je l'ai subi aussi, à distance. À distance. Eh bien, il me fait ça. Donc, le partenaire vous blâme pour tout et c'est toujours de votre faute. Donc là, évidemment, ça vous montre que l'autre ne se remet pas en question, hein. Clairement, s'il y a un problème, c'est vous, c'est pas lui. Bah, fatalement, lui c'est Dieu, il est intouchable, donc comprenez bien, il s'exprime toujours correctement, il fait toujours les choses correctement, et puis vous êtes un peu le vilain petit canard, et, euh, et puis voilà. Hein, vous rigolez, hein, monsieur Mazzoni? Ben ouais, tiens, voilà, ouais, voilà, c'est mon moyen de régler mes comptes, mes contentieux avec vous. Alors, je ne t'empêche pas encore de sortir, c'est vrai, c'est vrai. Alors, mais tu dis, pas encore, pas encore. Alors, vous ne vous sentez pas en sécurité. Alors, j'ai pris quand même une photo qui vient d'un film. Je pense que c'était Liaison fatale, j'en suis plus exactement sûr. C'était avec Michael Douglas et Glenn Close. Et là, il y avait une inversion quand même, hein. Celui qui était en insécurité, c'était quand même le gars. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où à un moment il rentre chez lui il voit que dans une de ses casseroles on a déposé, c'était un lapin mort ou une histoire comme ça. Ben voilà, c'est l'histoire d'un drame passionnel. C'est une femme qui est extrêmement jalouse d'un gars qui est marié et ben voilà, elle devient dangereuse. Donc là, on a un manque de sécurité, ce qui veut dire que quand quelqu'un commence à vous menacer physiquement, lorsque quelqu'un vous frappe, c'est le moment de partir. Je veux dire, si quelqu'un vous a frappé une fois, fort à parier qu'il le fera une deuxième fois. C'est comme ça. C'est... Et là aussi, faites une différence, hein. Ok? Bon, faites une différence. Moi, je sais que parfois, dans certains cas, j'ai déjà vu ça, une personne qui est super gentille, mais à un moment donné, excédée, elle en peut plus, elle donne une claque à l'autre. Bon, mais on s'entend, c'était pas un passage à tabac, mais la main elle est partie toute seule. Parfois on a ça aussi avec des enfants, et on évite de le faire, mais parfois ils vous poussent tellement loin, ça peut donner ça. Alors je sais, on ne devrait jamais arriver à ça, mais encore une fois, faites vraiment la différence entre, comme Glenn Close, je vous attaque avec un couteau, j'hurle, je vous insulte, je vous frappe, je vous passe à tabac, et puis bon, j'ai eu un mouvement d'emportement, même si c'est pas admissible, hein. Mais bon, disons qu'on pourrait peut-être laisser encore une chance dans le premier, dans le cas où c'est encore léger, mais si ça se répète une deuxième fois, il ne faut plus, quoi, hein, clairement. Et alors, une caractéristique, c'est que vous êtes émotionnellement épuisé. Ben, vous en pouvez plus. Évidemment, parce que à force de vous disputer, de vous battre, de ne jamais être heureux ou de ne jamais être heureuse, et surtout, ça c'est le pire, de ne pas être en phase avec vous-même, parce que vous avez perdu votre personnalité, parce qu'en réalité, celle ou celui que vous étiez, eh bien, c'est terminé, il s'est envolé. Il s'est envolé. Au profit de quoi? Bah, au profit d'une personne qui encaisse, au profit d'une personne qui n'est plus que l'ombre que d'elle-même, qui n'est pas fière d'elle, qui se sent mal dans sa peau, qui a perdu sa personnalité, qui a plus réellement d'amis, qui a peur de tout, qui cache, qui... Bah, si vous êtes là-dedans, vous êtes complètement épuisé. Et là, j'en viens à quelque chose. Plus, plus vous avez du conflit en vous, plus vous perdez de l'énergie. En psychologie, ça porte un nom, hein, tout simplement, la lutte, hein, une lutte trop forte pour, voilà, pour vous adapter à des situations qui ne sont pas normales, eh bien, vous créez
la déperdition d'énergie. D'abord, ça vous crée le conflit, hein, et puis le conflit va créer une déperdition d'énergie. Et ça s'appelle la névrose. Vous entendez nerf, hein, névrose, c'est chute de l'énergie nerveuse. Or, il se trouve que dans la théorie psychanalytique, mais qu'on peut retrouver ailleurs, cette énergie nerveuse, elle est extrêmement importante pour que votre système immunitaire soit efficient. Si vous perdez en énergie nerveuse, votre système immunitaire, directement, eh bien, il s'abaisse. Clairement, donc là, on sait une chose, c'est que plus facilement, c'est là où on est malade, c'est là où on commence à faire les dépressions, etc. On n'est pas bien parce qu'on n'a plus assez d'énergie nerveuse. Ça, c'est important. Là, je vous le fais en bref, on peut aller dans le détail. Encore une petite chose que je trouve assez parlante. Vous avez au niveau de vos reins, hein, donc si voilà, derrière votre, dans le bas de votre colonne vertébrale, de chaque côté de votre colonne vertébrale, vous avez des reins. Et au-dessus de vos reins, qui ont une forme de haricot, hein, eh bien, vous avez une petite pyramide qui se trouve juste au-dessus, qui s'appelle les surrénales. Voilà. Et ces glandes, elles vous permettent de faire quoi? Eh bien, elles vous permettent notamment de réagir en cas de stress. Par exemple, si vous avez besoin de courir un 100 mètres parce que vous avez un chien méchant derrière vous, hein, qui essaie de vous manger les fesses, eh bien, les surrénales produisent à fond de l'adrénaline et cette adrénaline va vous permettre d'avoir assez d'énergie pour peut-être échapper à votre prédateur ou vous battre avec. Mais en tout cas, l'effet de l'adrénaline, ce sera quoi? Ce sera de créer de la vasodilatation dans votre corps, hein, de créer des vaisseaux qui soient plus large pour faire passer plus de sang et que le sang évidemment amène plus d'oxygène à vos muscles pour pouvoir réagir soit dans la fuite, soit dans le combat. Mais c'est ça la fonction. Alors ce qui est important, c'est que lorsque vous avez peur de manière chronique et donc que vous devez réagir, eh bien en réalité cette forme pyramidale a une tendance à s'écraser de plus en plus, donc elle devient de plus en plus plate. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, vous commencez d'abord à avoir des problèmes de production, notamment de cortisol. Et le cortisol, c'est quoi? C'est un anti-inflammatoire. Vous entendez cortisone, ok? C'est un anti-inflammatoire naturel. Donc, tout ça pour vous dire que plus vous avez peur, moins vous allez produire d'anti-inflammatoires naturels. Plus vous êtes dans la névrose, donc dans la chute d'énergie nerveuse, parce que vous devez vous conformer à des choses, des situations qui ne vous conviennent pas et que vous êtes l'ombre de vous-même et que vous passez votre temps à vous comporter non pas comme vous êtes prévu, mais comme ce qu'on attend de vous, eh bien, au fur et à mesure, vous augmentez de votre névrose. Mais plus vous augmentez votre névrose, plus votre énergie psychique chute, votre énergie nerveuse chute, et donc votre système immunitaire commence vraiment à être défaillant. Et c'est là où vous tombez malade. Donc, si vous voulez éviter de tomber malade, tout simplement, évitez ce type de relation. Voilà, c'est un peu le fin mot de l'histoire. Si vous voulez éviter de tomber malade, évitez ce type de relation. Voilà. Alors, avant de passer aux questions-réponses, ne partez pas directement. Sachez que vendredi à 19h30, ok, il y aura sur Facebook, toujours au même endroit, un live concernant la formation en psychoanalyse. Je la mets en dehors. Je pourrais vous faire une présentation de la formation maintenant, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'estime que quand je donne un cours, c'est du contenu gratuit. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire de formation, mais pour ceux qui veulent, eh bien, il y aura une annonce comme quoi je donne les informations concernant cette formation en psychoanalyse où le but, eh bien, c'est de devenir qualifié dans le coaching. Et ici, c'est une technique particulière puisque elle fait la part belle entre les techniques de coaching, mais aussi les techniques qui viennent de la psychanalyse, qui me permet de jouer sur la psychologie des profondeurs et les techniques de coaching actuelles. Voilà, c'est un pont entre les deux. Si vous êtes intéressé, si vous connaissez des gens que ça intéresse, sachez que vendredi, ça aura lieu. Voilà, je serai de toute façon présent à 19h30 et puis il n'y aura qu'à suivre mes indications. Donc ça, vous pouvez déjà le dire pour
des amis qui pourraient potentiellement être intéressés par ça. Et si vous avez envie de le suivre, ça n'engage à rien. J'explique de toute façon les conditions pour cette formation, qui est une formation qui a lieu en 12 mois. Voilà. Alors, questions-réponses, parce que la dernière fois on m'a dit ouais, t'as pas répondu à toutes mes questions et j'ai pas eu le temps, je t'en ai posé mais tu les as pas lues. Bon, et comme je l'ai expliqué au départ, on a eu quand même plus de 120 interactions, donc désolé, je ne savais pas répondre à tout. Voilà, alors maintenant je suis ouvert, je suis open. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je peux répondre? En tout cas, j'essaierai de répondre sur ce que vous venez de voir. Vous pouvez soit me poser des questions ou aussi faire une appréciation. Est-ce que vous avez apprécié ce type de cours? Est-ce que ça vous apprend certaines choses? Voilà, vous pouvez le faire évidemment. Et aussi, n'oubliez pas, je le répète, si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo. C'est important pour nous. C'est important que vous likiez la vidéo. Donc, voilà, j'attends un peu vos questions et vos réponses avant de prendre congé de vous, les amis. N'hésitez pas, hein, soyez pas, comment je dire, sur la réserve. Vous voyez, je ne mange pas, je suis plutôt sympathique, je pense, malgré ma grosse barbe. Ah, merci Dominique, très clair vos explications. Bah écoute, ravi, ravi que ça t'éclaire. J'espère que ça t'a été utile. Voilà, n'hésitez pas, même chose, vous pouvez toujours, hein, je prends quelques minutes. Monsieur Mazzoni, vous n'avez pas une question à me poser, vous? Alors que je vous ai presque attaqué de manière frontale. C'est le moment, hein, c'est le moment de réagir. Allez-y. En tout cas, pendant le temps hein, que vous préparez vos questions, sachez que il y a quand même beaucoup de personnes hein, qui se retrouvent dans des situations très désagréables. Nicolas me dit, je n'ose pas, n'ose pas. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'un pervers narcissique éprouve des vrais sentiments amoureux? Est-il vraiment capable d'aimer? Vanessa, Vanessa, déjà cette question, elle fait peur, tu sais ça? Est-ce que alors, j'arrive, hein, je vais prendre une par une. Je vais d'abord répondre à Vanessa et puis progressivement, je descends. Alors, Vanessa, écoute bien. À partir du moment où tu te poses déjà la question, c'est que tu es déjà en train de te demander si tu es capable de changer quelqu'un. Donc, c'est de prendre une nature et de te dire, est-ce que je serai capable de le changer? Si c'est le cas, tu es déjà mal barré. T'es déjà mal barré. D'emblée, c'est pas ton job. Alors, maintenant je vais répondre à ton truc. La perversité, parce que, attention, hein, je vois que souvent c'est galvaudé cette histoire. Ouais, j'ai affaire à un pervers narcissique, j'en ai plein maintenant. Hein. C'est comme les enfants HP. Si vous voulez. Maintenant, quand vous avez un enfant qui a quelques facilités, ou alors qui est inadapté à l'école, souvent il a HP. C'est un haut potentiel. Bon, c'est devenu monnaie courante. Et vous savez, moi je pratique pas la langue de bois, je dis exactement ce que je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus HP tout d'un coup, et on est tout fiers. Et puis maintenant, dès qu'on se fait plaquer par quelqu'un, par exemple, et je parle pas de toi, la Vanessa, c'est un pervers narcissique. C'est pas vrai. Un pervers, la perversité, c'est vraiment l'envie de faire du mal à quelqu'un. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du machiavélisme dedans. Hein. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on confond parfois les techniques de manipulation classiques. Hein, du style, le mec m'a trompé et il m'a fait croire certaines choses, tu peux être sûr que c'est un pervers narcissique. Non, un pervers narcissique, c'est un but. C'est de faire de l'autre son objet, de le réduire à néant. C'est exactement ça un pervers narcissique. Donc, fort heureusement, on n'en rencontre pas à tous les coins de rue, parce que si je devais vous dire le nombre de personnes qui me disent « Moi, j'ai été avec une perverse aussi narcissique », parce que les hommes vous disent ça, non.
Il y a aussi les techniques de manipulation classiques et puis bah, le côté un peu basique chez l'être humain, voyez-vous, les trucs de base, les trucs de base. Voilà, moi, je vais vous prendre. Alors, cette stat, c'est pas moi qui la sort, ça vient directement, en fait, c'est la Ligue des avocats au niveau européen la fédération, une fédération d'avocats à niveau européen qui vous disent que sur l'ensemble des divorces, il y a au moins 70% des divorces qui est lié qui est lié à quoi? À la sexualité, à la mésentente sexuelle. Vous vous rendez compte de cette histoire? Et donc, évidemment, quand c'est comme ça, on a honte de l'avouer, et donc on manipule l'autre, et puis peut se faire passer pour un pervers narcissique. Mais c'est parce qu'on l'a trompé au genre de choses. Mais réellement, c'est pas toujours ça. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un de dangereux. Donc, si tu te poses la question, est-ce que quelqu'un de dangereux, qui a une envie de détruire l'autre, peut aimer, je te dirais, c'est très dangereux ce que tu me poses comme question. Voilà, ça doit déjà être un signal d'alarme. C'est comme si je te disais, tu vois ce tueur en série, parce que, crois-moi, hein, on n'est pas toujours très loin. Tu vois ce tueur en série, est-ce que tu crois qu'il est capable d'aimer? Bah, je te dirais peut-être, quelque part, mais tu prends le risque. C'est ça qui est intéressant. Tu prends le risque. Voilà. Pose-toi la question, pas de l'autre, de toi. Qu'est-ce que tu as à gagner là-dedans? Pourquoi tu es attiré par ça? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi tu es attiré par ça? Pourquoi tu serais attiré par ce type d'individu? Si c'est bien de toi dont il s'agit, peut-être que tu poses la question pour une copine. Mais si c'est le cas, pose-toi la question. Je vais te raconter une petite histoire. Désolé, hein, je prends un peu de temps, mais je vous raconte des petites histoires comme ça qui ont, dans ma vie, qui m'ont frappé. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que bah, je fais beaucoup d'analyse non verbale. Alors, j'ai pas dit que l'analyse non verbale, c'est l'alpha et l'oméga, mais on observe les gens autrement. C'est clair. Et un jour, je suis dans un bar et j'ai un ami qui me dit, ah ben justement, je vais te présenter ma sœur. Ma sœur, elle est criminologue. Ah bon, ok. J'adore la criminologie, perso. Voilà, j'adore ça. Et puis, cette personne, elle vient me voir. On sympathise un peu, bonjour, etc. Et puis son copain arrive, elle me dit, ah ben je vous présente mon copain. Et quand je vois le copain, c'est clair qu'il y a un problème. C'est clair qu'elle n'a pas vu le personnage. C'est-à-dire que le personnage a un potentiel violent, mais quelque chose de frappant, et de manipulateur, quelque chose de frappant. Alors tu vas me dire, mais est-ce que tu peux juger quelqu'un comme ça sur 5 minutes? Oui et non. Il y a des signaux qui sont clairs. Et elle n'est pas, en fait, on discute de criminaux, la personne se joint à nous, et puis voilà, par la suite, quelques mois après, je revois mon copain, et je lui dis, ah ta soeur, comment elle va, toujours en criminaux? Elle me dit, ben tais-toi. Je me dis, elle est à l'hôpital, en fait, le gars l'a tellement frappée, elle a passé des mois à l'hôpital, il a failli la tuer. Et ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que c'est une criminologue qui n'a pas vu qu'elle était avec un criminel. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas vu. Si elle l'a vu, mais elle n'a pas voulu le voir. Elle s'est très certainement posé la question de est-ce qu'on peut le sauver? Et ça a été l'erreur fatale. Donc faites attention. Pensez à ce qui vous anime. Pourquoi vous êtes attiré par certaines choses? Ça, c'est une question beaucoup plus probante que de savoir si on peut soigner l'autre. Voilà. Voilà. J'espère que je réponds à ta question. Mon but, c'est d'amener la protection. Et n'oublie pas aussi une chose, quand on est en relation avec quelqu'un, on n'est pas là pour jouer au thérapeute. Hein. Tu vois, je vais être très clair, tu sais que je fais de l'orientation par exemple. Bah, j'ai des filles, c'est pas moi qui vais m'occuper de leur orientation. Pourquoi? Je suis pas objectif. C'est normal. Donc pourquoi est-ce qu'on le ferait là-dedans? C'est pas le rôle. C'est pas le rôle. Et si tu as envie de prendre ce rôle, pose-toi la question de ce que ça t'amène. Toujours. Okay, c'est le pouvoir que tu prêtes à quelqu'un. Mais pourquoi tu lui prêtes du pouvoir? Voilà, j'espère que je te donne des ébauches de réponses. Peux-tu me donner le nom du site dont tu m'as parlé tout à l'heure? Je ne sais plus, Magda. De quoi je t'ai parlé? Je ne sais plus. Écoute, on le fera en off parce que là, je ne sais plus. Je réécouterai mes messages si tu veux bien parce que je ne sais plus. Voilà, alors... Maintenant, Nicolas, j'ai peur de m'adresser à vous, ça j'ai vu. Vanessa,
je suis passé par là et je me posais la question, ben voilà, maintenant, tu connais un peu le truc. Non, j'ai vécu avec un pervers narcissique, c'est donc du passé. Bon, ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tu as un début de réponse sur le pourquoi. Alors, le pourquoi, excuse-moi, tu sais me dire le pourquoi de quoi? Le pourquoi de quoi? Parce que là, j'ai pas suivi. Donc, nous sommes toujours dans les questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Parce que là, tu as un début de réponse sur le pourquoi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, j'ai toujours pas de réponse. Les amis, est-ce que vous en avez d'autres avant que je vous quitte? Dans tous les cas de figure, si vous voyez que vous attirez ce type de personnage ou que vous êtes attiré par ce type de personnage, posez-vous la question du pourquoi vous êtes... Ah, c'est peut-être ça. Pourquoi tu peux être attiré par ces personnes toxiques? Excuse-moi, tu vois, en fait, c'est en reformulant que je me suis rendu compte de ce que tu voulais me poser comme question. Ben, je vais te dire, y a plein de possibilités. Et donc, c'est une investigation qu'il faut faire. Par exemple, tu peux avoir... Je te donne... ce que je te donne ne sont pas forcément les raisons pour lesquelles on est attiré, mais ça peut faire partie. Je te donne un exemple. Notre première relation au couple, c'est le couple de nos parents. Il suffit que nos parents aient ou avaient voilà, une relation comme ça très toxique. Pour nous, c'est devenu la norme. Ça, c'est déjà une chose. Et donc, plus tard, bah écoute, on se dit, bah finalement, le couple parental, il fonctionnait comme ça, ils ont l'air de s'aimer, et ça fait 20 ans qu'ils sont comme ça. Voilà, et on fonctionne comme ça. Pourquoi? Mais parce que ça reste nos modèles. C'est un exemple, par exemple. Par contre, tu peux aussi avoir quelque chose d'autre. Par exemple, tu te sens coupable de quelque chose, terriblement. Tu te sens coupable. Tu te sens coupable peut-être de ne pas avoir été là lors du décès d'un proche, de ton père, etc. Ou de ne pas avoir fait certaines choses. Tu te sens coupable d'exister, tu te sens coupable de plein de trucs. Et tu cherches la personne qui va te punir. C'est totalement inconscient, mais ça peut être ça. Tu vois. Donc, on a plein de choses. Alors, tu dis bug, mais là, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Donc, il y a plein de possibilités, et c'est là où ça sert évidemment les formations, c'est d'essayer d'ouvrir le champ des possibles et d'essayer d'investiguer en posant des questions, et c'est comme ça qu'on arrive à revenir à la source du problème, parce que là, je peux vous citer plein de choses, mais qui ne colleront peut-être pas à votre réalité, parce qu'on peut arriver à ce type de comportement pour toutes des raisons différentes. Toutes des raisons différentes. Donc voilà les amis. Voilà. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Je pense ne pas en avoir oublié. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas notre rendez-vous, enfin si vous êtes intéressé en tout cas, vendredi 19h30, explication de la formation, ça prendra moins longtemps. Merci à toi. Et n'hésitez pas à amener, voilà, peut-être des gens qui sont intéressés par le sujet. Et voilà, ça va. Je vous embrasse, portez-vous bien. Et surtout, n'hésitez pas sur la page Facing, si à un moment donné vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez les faire, on pouvait les poser, et puis lors d'un prochain live, je reprends vos questions et j'essaie d'y répondre. Ça va? Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et on se voit peut-être vendredi. Salut tout le monde et merci d'avoir été là. Bisous à tous. Au revoir.